Merci. Merci aussi à la puissance invitante. Je suis très surpris d'avoir été invité et à écouter les communications de ces premières journées. Je comprends mieux la philosophie de cette invitation. Il s'agit de multiplier les éclairages, les questionnements, de diversifier les angles de vue, de diversifier la culture des intervenants, leur trajectoire. Et je suis là donc pour vous présenter quelque chose qui a été intitulé en fonction du thématique, ce qui me paraissait à l'époque la thématique englobante, c'était le rôle de l'Église par rapport à ce fait de discrimination. Et puis, en vérité, ce dont je vais traiter est beaucoup plus spécifiquement illustratif de la thématique de cette table ronde ici, puisque c'est bien de la fabrique d'une altérité que je vais traiter. Et si j'avais eu donner mon titre beaucoup plus en aval, c'est probablement un titre plus proche de celui-là que j'aurais choisi. Le titre est le titre que j'avais donné très en amont quand les organisateurs m'avaient demandé de faire et qui ne correspond pas exactement au contenu de ce dont je vais parler. Alors, j'ai privilégié de mettre l'accent sur deux aspects. Le premier aspect, il sera à travers ma communication une réflexion sur un fait de discrimination dans la longue durée, du XIIIe au XIXe siècle. De remettre un fait de discrimination dans la longue durée, en fait, je vais jusqu'au début du XIXe siècle, vous le verrez, avec un sous-jacent de questionnement suivant: comment une ségrégation fondée sur une base aussi artificielle que celle des cagots peut-elle perdurer aussi longtemps s'enraciner? La réponse sera, comme tout fait de société qui perdure, en s'adaptant. Et un des thèmes sera de quelle façon la ségrégation bute, un petit peu comme notre virus, devient plus virulent pour perdurer dans une société dont l'État a considérablement évolué entre le Moyen-Âge et l'ère industrielle. Deuxième parti pris de ma présentation, c'est je vais privilégier le phénomène au niveau du vécu, du vu, de sa perception populaire. Jusqu'à présent, on a essentiellement parlé de la façon dont les intellectuels ont pensé, ont agi aussi sur les faits de discrimination, de racisme, etc. J'ai pris le parti, dans le dossier dont j'extrais cette communication, d'essayer de voir ce qu'il allait au niveau du vécu, disons, pour employer un jargon, on peut passer de mot, des classes populaires. Mais je vais commencer d'abord par une carte postale. Il faut bien que les cagots, c'est beaucoup moins connu que les converses, que les juifs. Il faut bien que c'est un particularisme local. Je vais passer rapidement. Voilà, ça c'est le livre dont est extrait la présentation que je propose. Alors, les cagots, qu'est-ce que ça? Alors, une carte postale, si vous voulez, vite fait, pour que tout le monde sache de quoi on parle, ce qu'on trouve partout, hein, sur Wikipédia ou ailleurs. C'est une minorité de population baptisée, exclue, ayant vécu en Gascogne et en Navarre, légalement ségrégée entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, puis socialement discriminée, puisque la ségrégation a été légalement abolie à la fin du XVIIe siècle en France. Le mot cagot est une appellation générique, je vais y revenir, apparu au XVIe siècle auparavant, et concurremment, on utilise d'autres appellations. Vous pouvez simplifier les choses, et dans la mesure du possible, je ne vais pas vous embrouiller, on utilisera le terme générique. Chrétien, ça c'est pour tout le Moyen-Âge.
ago, capot, génie, lave, charpentier, on verra. C'est une ségrégation qui présente plusieurs facettes qui sont avec des variables dans le temps et dans l'espace. C'est exactement de ça que je traiterai, c'est de ces variations et disons le tableau que l'on peut donner, ce tableau à un trait multiple, ils sont ségrégation de l'habitat, il y a un quartier de cadeaux en général dans les localités gasconnes. Ils sont mis à l'écart des lieux de sociabilité, le lavoir, la fontaine, il y a des fontaines de cadeaux, etc. La ségrégation est également sexuelle, il peut y avoir de rapports sexuels, ne parlons pas de mariage, qu'entre les cadeaux. Ségrégation des activités productives, on les exclut de la possession de la terre, théoriquement, et on les réduit le plus possible au métier du bois. Le cadeau, c'est le charpentier, et c'est aussi celui qui fabrique les cercueils, et c'est celui qui fabrique les potences, c'est-à-dire une logique qui découle de cette forme d'exclusion et donc de spécialisation. La sépulture, on a parlé, évoqué tout à l'heure de la défense de la sépulture, il y a un cimetière de cadeaux, et enfin, je termine par là, mais en fait, historiquement, c'est la ségrégation qui a été la moins bien, la plus précocement combattue, et qui est essentielle, et d'où la légitimité de mettre la question de l'Église au centre de la question de cette ségrégation, c'est l'accès aux lieux et aux rites ecclésiaux, la communion, on reçoit la communion au bout de bâton, etc. Les processions, on est au dernier rang et séparé des autres, on entre à l'église par une porte volontairement très basse, de façon à ce que l'on se couvre, etc. Le bénitier, on ne trompe pas, etc. Et d'où l'appellation qu'on leur donne dès le Moyen-Âge, ce sont des chrétiens apartats, ce sont des chrétiens séparés. Hein. C'est la définition que l'on trouve dès 1391. Voilà. Alors, j'ai donc donné cette carte de visite. Alors, les cagots sont un fait de ségrégation très spatialisée, fortement spatialisée. En gros, le phénomène ne dépasse pas la rive gauche de la Garonne, la courbe de la Garonne. On ne le trouve pratiquement pas. Il y a une sorte de coïncidence avec l'hydrographie, mais déborde très clairement, très fortement, de façon très prégnante sur les hautes vallées de la Navarre. Et il y a un continuum qui sera complet jusqu'à la fin du XVe siècle, et une différenciation qui viendra du fait que ils vont ressortir à des administrations différentes, mais surtout au fait que tout le phénomène des agotes au sud en Navarre, va être contaminé, si j'ose dire, oui, on peut peut-être le dire, par l'idéologie, qui est une idéologie active de la limpieza en sangle, à partir de la fin du XVe siècle, des critères de l'estimation de la ségrégation des agotes qui vont être mis dans le même sac à partir de 1492 par décret de l'Alhambra, les conversos. Et ils relèveront des tribunaux d'inquisition à partir de ce moment-là. Donc, il y a ce qui est séparant dans cette entité d'exclusion qui est transfrontalière. Alors, je vais procéder de la façon suivante qui n'est pas très, voilà, qui va un petit peu trancher, qui est un parti pris que j'ai eu hier soir en changer. Je vais présenter les choses de la façon suivante. Je vais prendre deux textes, deux documents, l'un de la fin du Moyen-Âge et l'autre du début du XIXe siècle, qui concernent des communautés paysannes. Et on va voir les cagots dans ces communautés.
Voilà. Premier texte. Vous l'avez sous les yeux, c'est vrai. Nous sommes, ça c'est un texte original que j'ai entré dans un notaire. Voici en traduction ce que ça donne. Notons que dans le lieu de Préchac, il n'y avait pas de chrétiens paroissiens, comme il en existait usuellement dans d'autres localités. Entre autres services, lors de chaque décès et des fêtes annuelles, les chrétiens y font des aumônes de porte-à-porte pour l'honneur de Dieu, et ils doivent fabriquer des cercueils pour les morts. Je résume, pour ne pas allonger le résumé de la citation, la communauté des voisins, Bézis, Béfi, nous sommes dans un continuum d'organisation sociale des classes populaires en communauté de voisins, Béfi très forte et puissante, c'est la clé du système, et là, en fait, décide de recruter, c'est un recrutement, une sorte de concours, parce il y avait un cahier des charges, on n'avait pas chrétien comme on le voulait, un certain Bio, fils d'un chrétien d'un village voisin. Elle investit après serment du notaire où il s'établira pour assurer son service moyennant paiement de redevances à l'église paroissiale de Préchac. Le nom, Christian, pas de problème. À cette époque-là, le mot cagot n'existe pas. Pendant les 3 siècles de discrimination de ce qu'on appellera plus tard les cagots, et il y a une continuité complète, puisqu'il arrive le moment où les notaires changent la dénomination chrétien pour celle de cagot, mais c'est exactement, ce sont les mêmes individus, c'est la dénomination qui change, eh bien, on les appelle uniquement chrétiens. Donc voilà, un chrétien. Où sommes-nous? Nous sommes en Béarn. Le Béarn fait partie de l'épicentre du phénomène du cagot qui se trouve au sud de l'Adour, en fait, puisque la carte que je vous ai montrée est une carte qui donne l'illusion d'une homogénéité de répartition qui est fausse. Il y a un gradient d'intensité de présence de cette minorité qui est la plus forte entre les hautes vallées de la Navarre et au sud de l'Adour, et qui va se diluant vers la Garonne. Là, nous sommes près de l'épicentre du phénomène. C'est une région intéressante aussi documentairement parce que au XIVe siècle a été gouvernée par un grand prince occidental qui s'appelle Gaston Phébus, qui est très célèbre dans ces régions-là. Gaston Phébus, qui était un prince férocement intéressé, qui a instauré une fiscalité. C'est terrible pour les populations qui la subissent, mais c'est très intéressant pour l'historien parce que ça nous donne des documents à foison. Et donc, il a ordonné un dénombrement général des maisons dans lesquelles il y a un dénombrement nominatif de tous les chrétiens. Et il existe une maison de chrétiens dans 150 des 400 paroisses du Béarn. Et donc nous sommes dans une situation où la seule situation historique dans laquelle on peut chiffrer, on peut donner une évaluation chiffrée de cette ségrégation, de l'ordre de 2%, si vous voulez. Elle a pu être un peu plus large, mais on n'a jamais dépassé ce pourcentage-là. Il est important, et c'est rare, et c'est le cas ici, de pouvoir donner une évaluation quantitative. Nous sommes en Béarn, et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que la présence d'un chrétien n'est pas celle de n'importe un, d'un indésirable, mais c'est celle de quelqu'un dont on a besoin. Et on en a besoin pour accomplir une mission qui est jugée indispensable pour une communauté. Les communautés de cette époque-là, elles ont beaucoup de choses en commun, des terrains de parcours, des troupeaux en commun, une gestion en commun. Mais ce qu'on nous apprend, c'est qu'elles ont aussi une gestion des âmes de la communauté en commun. Et donc, le spécialiste, celui qui a ce pouvoir transgressif de pouvoir aussi
par l'aumône collective à la fin du Moyen-Âge, ça a été très bien étudié, je ne vais pas citer la bibliographie médiévale, est une mission extrêmement importante de façon à avoir un dialogue entre les défunts et la communauté des défunts et celle des vivants. Il y a tout un chapitre. Eh bien, ici, ce devoir d'intercession et de communication est assuré par ce personnage, qui est à la fois mis à l'écart, parce qu'il est présumé lépreux, il est présumé porteur, effectivement, de contamination de la lèpre, mais qui, comme il n'en souffre pas visiblement, est au-delà de la maladie et a un pouvoir transgressif. Et ce qu'on nous dit, qui est extrêmement intéressant, c'est que ce n'est pas un cas isolé, c'est que la communauté se trouve mal lotie par rapport aux communautés vives. Et donc, c'est visiblement un cas, une figure générale qui nous met à des années-lumière du racisme. Oui, les chrétiens ils vivent à part, oui, les chrétiens, etc., oui, les chrétiens, mais c'est dans une logique anthropologique qui ne nous place pas du tout dans la catégorie raciste, etc. Non, pas du tout. Voilà. Ça, c'est le premier texte sur lequel le premier zoom sur lequel je vais. Ensuite, on va rester à peu près dans la même région. Voilà. Nous sommes vers 1840 et Francis Michel, qui est le grand érudit qui a été le premier éditeur de la chanson de Roland, parenthèse, mais qui a pris pour sujet de thèse quelque chose qui a été très mal vu des collègues, qui a pris des marginaux comme sujet de thèse. Il faudra attendre les années 1980 pour que le thème redevienne à la mode. Donc, c'est un érudit absolument hors du commun. Et dans sa thèse sur les cagots, sur les maudits, il a recueilli des chansons populaires. Il y a un corpus de 43 chansons populaires en gascon, dont parmi les 43, il y en a une en basque et il y en a une autre en breton, parce que les Caquins, il avait l'intelligence de voir de façon comparative très très large, y compris les marginaux, il s'est intéressé aussi aux marginaux de la péninsule ibérique, donc je passe rapidement. Et voici un extrait de ces chansons qui étaient, voilà, les paroles en tout cas des chansons. D'où vient cette galimachie? Alors, à chaque fois qu'il y a une flash, ça veut dire qu'il y a une sorte de suite de vers, pour abréger la longueur, je les ai mis là-dessus. 200 000 lieues au-delà de la Turquie, ils se sont multipliés comme beaux chats. Dans toutes les paroisses, ils se sont dispersés. Leur généalogie, bien souvent, est demandée. Personne n'a su dire qui les avait engendrés. Chez les curés de paroisse, je m'en suis informé. Eux, pour toute réponse, m'ont tous hoché la tête. Mais l'Éternel, qui est juste, toujours plein de bonté, au monde entier a fait connaître pourquoi il les avait rejetés. Le pays qui les a vus naître avait été embrasé par une horde sarrasine que Dieu avait méprisée. Cette race maudite parmi nous se relégua, étant un reste d'armée qui n'avait plus où aller. Par des marques différentes, il les fallut distinguer pour prévenir leur lèpre qui le reste du peuple aurait infecté. Et voilà une sorte de synthèse populaire de la façon dont ceux qui sont devenus les cagots, il n'est plus question de chrétiens, sont considérés à la fin des banquets, dans les mariages, dans toutes les fêtes populaires, dans tous les lieux où on est ensemble au mois. Voilà comment on parle des cagots. Ce sont des gens venus d'ailleurs, au-delà de la Turquie,
Donc l'Orient, l'Orient est quand même le gros pourvoyeur de choses inquiétantes, je dirais dès cette époque. Ils sont venus d'ailleurs, ils sont pas chez nous. Ensuite, ils sont devenus inquiétants parce qu'ils se sont multipliés. C'est terrible, ces migrants d'origine éthiopienne sont devenus de plus en plus nombreux et ils vont nous submerger. Il y a d'autres chansons qui disent l'inquiétude de la multiplication de cette minorité. Chez les curés paroisses, je m'en suis informé. Ça veut dire que dans les gens qui chantent, on se dit, ben, c'est pas le curé qui va dire la vérité, mais parce que au début du 19e siècle, les cagots, l'Église a condamné même l'appellation de cagot, je vais y revenir, et que l'Église n'a plus le droit, comme l'avait fait à la belle époque de la ségrégation, de fournir ses arguments. Et ce qu'on voit là, c'est ce qui reste dans une tradition populaire déformée, amoindrie, etc., des sermons dans lesquels il y a cette race maudite. La race maudite, c'est pour les cagots l'idée qu'ils sont des jésuites. L'équivalent, c'est une malédiction, non pas celle de Caïn pour les cagots, mais celle de Jésus, hein, ce serviteur du prophète Élisée, rapporté dans le livre des rois, qui a trahi son maître parce que il est allé réclamer à Naaman, qui avait été guéri par Élisée gratis prodéo, Jésus a eu des remords poussés par l'avarice, il est allé réclamer la récompense à Naaman, la récompense, et ce qu'ayant appris, Jésus a maudit, Élisée a maudit son serviteur à jamais. Et dans le cas de figure des cagots variantes de l'explication par la malédiction, à l'expiation d'une malédiction éternelle, ce n'est pas Caïn, mais ici c'est clairement Jésus. Le cagot, c'est le jésuitain. Et là, on en a une reflet, bon, on ne sait pas trop, la galimachie, ça remplace le roi de Syrie. Ensuite, cette race maudite, le reste de l'armée. Alors là, on rejoint une autre mythologie, qui est celle des Visigoths, qui auraient été écrasés et qui auraient été battus, qui se seraient réfugiés au fin fond des vallées pyrénéennes et qui auraient été affectés par des malformations. En fait, c'est là ce qui se traduit au niveau de savant par l'idée que le crétinisme, les chrétiens sont des chrétiens, etc., chrétiens des Alpes, en fait, ils souffrent de carence, ça connaît cette chose. Par des marques différentes, il est fallu distinguer. Ben, c'est le souvenir de l'époque où on avait imposé aux cagots de porter une patte d'oie. On a parlé de Gwen, on a parlé de table de la loi, pour eux c'est patte d'oie. Le peuple est tracté et la lèpre, l'idée que ce sont des porteurs, ils sont pas de chez nous, ils se multiplient, ils sont dangereux et ils sont porteurs, ils sont malsains. Voilà, nous sommes au 19e siècle. Donc, la question que je pose pour finir, c'est comment est-on passé d'une situation à l'autre? Parce que là, il y a naissance, on peut parler, je crois, on est dans des concepts qui nous permettent, si on rassemble tout ça, tout cet argumentaire très naïf, et on est proche de ces manifestations de racisme. Eh bien, là, je peux presque me contenter de dire que je vous renvoie à l'intervention de Claire Soussaigne, parce que ce à quoi je suis arrivé comme conclusion, c'est qu'il y a eu
un moment de transition très clair au XVIe siècle, où, selon un schéma qui est à peu près, qui est assez comparable, on est passé de discrimination qui avait d'autres fondements, qui avait une autre signification, à une discrimination qui nous amène de plein pied au racisme moderne. Alors que s'est-il passé au XVIe siècle? Je le résume en quelques mots. Il y a eu effectivement, c'est vrai, une montée en puissance démographique et ils sont devenus inquiétants parce qu'ils sont devenus plus nombreux. Là où il y avait une maison, il y a eu des hameaux. Il y a eu une montée en puissance sociale. Il y a eu des élites de cagots, de chrétiens qui sont venus menacer. Ne voilà-t-il pas que les charpentiers, au lieu de faire leur charpente gratuitement au titre de cagot, ils voulaient se faire payer, quelle horreur. Et donc, ça a été très mal vu. Donc, on a commencé à les appeler comme tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, le cagot, il avait un seul nom, et non pas un nom, un tel de tel endroit. Ne voilà-t-il pas que vers 1500, on les appelle comme tout le monde, donc ils deviennent indistincts. L'indistinction. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'ils ont demandé à passer devant des commissions médicales pour faire vérifier s'ils sont ou non malades. Et ne voilà-t-il pas que tous ces examens médicaux faits par des savants concluent qu'ils n'ont strictement rien de... Et donc, il y a une fusion, une disparition de facto des motifs de ségrégation qui a généré en contre-feu un tir nourri d'argumentaires inconnus au Moyen-Âge. C'est quoi? C'est on est allé leur chercher des vices cachés. S'ils ne sont comme tout le monde, c'est parce qu'ils sont vicieux, parce qu'ils cachent leur vice, et d'où l'ambiguïté du mot cagot, qui signifie dans le français classique hypocrite, hein, et qui a ce sens beaucoup plus général. Il y a aussi des vices qui sont plus subtils, qui leur sont propres. Le cagot, c'est celui qui n'a pas de lobe d'oreille. Le cagot, c'est celui qui dégage une chaleur infernale. Il suffit qu'il mette de la pomme dans la main, et s'il a là, c'est que ça devient une pomme cuite, etc. Le cagot, c'est celui qui a des dérèglements sexuels, des menstrues, etc. Non, aucun d'abord. Il y a quand même anthropologiquement des constantes sur lesquelles... Mais voilà, toutes ces choses-là, elles naissent et puis, il y a plusieurs concepts forts qui vont durer jusqu'au XIXe siècle qui naissent. Au fond, si ils sont comme tout le monde, alors il n'y a même pas de différenciation de couleur, n'en parlons pas, hein. Il y a zéro différenciation par la couleur de la peau. Non, c'est parce que leur lèpre est une lèpre de l'âme. Et l'hérésie est une lèpre de l'âme. Et c'est non pas la lèpre en tant que maladie, mais c'est la lèpre en tant que métaphore qui va qui va légitimer leur exclusion. C'est là où je le dis déjà que l'affaire Jésus, c'est 1480, n'existait pas au Moyen-Âge, ça va devenir extrêmement populaire et ils vont devenir les jésuites. Il y a dans le sud, dans le même temps, même la chronologie c'est synchrone, la Renaissance qui apparaît à la fin du XVe siècle également. Tout ça fait un faisceau qui va, que je ne détaille pas, mais je crois que je le suggère simplement, qui fait que la ségrégation va être mutante. Hein, si on la compare à un virus, c'est un variant, mais le variant de la ségrégation qui naît de tout ça en quelques années, hein, 1480 et 1570 à peu près, hein, il a fallu quelques décennies, n'a plus rien à voir avec ce qu'était la ségrégation des chrétiens médiévaux. Et je termine par conclusion.
j'étais très allusif, mais je pense m'être fait à peu près comprendre, parce que je pense que maintenant les Eslovaques crient famille, donc je ne vais pas retenir davantage. Je termine par la conclusion suivante. C'est que ce particularisme régional, cette bizarrerie, comme elle a parlé, a appelé Alain Guéraud, bizarrerie, bon, notre affaire, s'explique mise en connexion avec un état de la société, qui est une société profondément rurale, organisée en communautés très fortes, qui ont besoin de ciment sans faille. Les vecinos, les vecinos, etc., sont des communautés dans lesquelles le fait d'avoir quelqu'un qui est dehors permet de mieux souder ceux qui sont dedans. Ce n'est pas de figure anthropologiquement tout à fait poli. Deuxième idée de conclusion, c'est qu'il y a entre ceux qui pensent, ceux qui légifèrent, les dominants qui pensent, qui légifèrent, et le peuple des Vecinos. Il y a incontestablement un phénomène de percolation, mais de percolation sélective, et avec à la fois des phénomènes tantôt de concepts qui survivent très longuement après qu'ils aient été abandonnés par les élites. Je vous rappelle que l'abolition de la ségrégation des cagots, c'est 1783, qui est le texte du début du XIXe siècle. Donc il y a une sorte d'inertie très forte entre ce que l'on décide, les gens d'en haut, et la façon dont le reçoivent et l'exécutent les gens d'en bas. Il y a une très longue période d'inertie. Mais cette période d'inertie, si vous voulez, on l'avait trouvée en sens inverse, en 1499 dans mon texte, au moment où la communauté, avec d'une façon, pratiquait une ségrégation, j'allais dire innocente, par rapport à ce que viendra passer. C'était en 1499, déjà, depuis une vingtaine d'années, on s'agitait beaucoup dans les milieux intellectuels pour inventer de nouveaux concepts de légitimant la ségrégation, et visiblement en 1499, dans cette communauté, on vivait le rapport à l'exclu à la façon médiévale encore. Et à l'inverse, en 1840, alors que dans les milieux intellectuels, les milieux de savants, etc., on était passé à d'autres. Eux, ils vivent au contraire avec ce temps de décalage, le rapport aux exclus. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais apporter à la réflexion collective.